Bonsoir à tout le monde, nous sommes donc très heureux de vous retrouver ce soir pour ce rendez-vous club du développement RH avec Jean-Yves Léger que je présenterai dans quelques instants. Ce soir donc nous sommes heureux aussi d'avoir avec nous nos partenaires tels que EF représenté par Patrice Fauchard ainsi que Textkernel représenté par Mathieu Viotti, s'il est arrivé, et Ruth Moquet-Torcy. Ce soir, donc, nous allons aborder le développement RH sous l'angle, je dirais, de la valorisation du capital humain. Et que fait le développement RH dans cette partie-là? Quelles sont les interactions? Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jean-Yves Léger, qui est donc est un personnage avec une double formation et un parcours très intéressant. Jean-Yves a fait plus de 20 ans dans la communication, notamment chez Danone, LVMH, Havas, et il a créé son entreprise ensuite de conseil en communication qui s'appelle L'Écout sur un certain nombre de dossiers, mais il se consacre essentiellement aussi à l'enseignement. Ainsi, vous pourrez le trouver à Paris-Ouest, Nanterre-La Défense, à l'Institut de Haute Finance, à l'École de la Bourse, à Sciences Po, à l'ESCP et aussi à l'ESSEC. Et à Néoma à Reims. Et Néoma à Reims, dont je n'avais pas cette information. Jean-Yves est également membre de la Société française des analystes financiers et diplômé de Sciences Po. Mais il a aussi donc d'autres cordes à son arc puisqu'il a rédigé un certain nombre d'ouvrages, dont notamment la communication financière, hein, aux éditions Duno, et puis le crowdfunding, édition de la découverte en 2016. Voilà. Jean-Yves, je pense n'avoir rien oublié. Peut-être que vous avez, avant de faire de la communication, fait autre chose, mon petit doigt m'a dit. Jean-Yves. Merci de cette présentation qui ne me rajeunit pas. Effectivement, mon premier job, ça a été l'analyse financière dans un groupe bancaire, dont je dirai un mot tout à l'heure. Donc je suis un financier à l'origine, par mes études et par le début de mon parcours. Et ce qui est original, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, et sans entrer plus de temps qu'il n'est nécessaire dans cette question, c'est que moi j'ai un double parcours. J'ai été finance puis communication financière, mais aussi de plus en plus communication corporate. Et par ailleurs, j'ai effectivement été dans des grands groupes, puisque j'ai été directeur de la communication de BSN, qui s'appelait DSN à l'époque et qui s'appelle Danone maintenant, et d'LVMH, donc aux côtés de Bernard Arnault. Et ensuite, j'ai passé 15 ans chez Havas comme responsable du pôle communication financière. Et venu à l'âge de la retraite, j'ai créé effectivement ma structure qui est moi en fait. Voilà, donc c'est un parcours un peu original dans ce pays où on est habitué à être les financiers restent des financiers, les RH restent des RH et les communicants restent des communicants. Moi j'ai essayé de faire un peu différemment et surtout Antoine Riboud d'un côté, Bernard Arnault de l'autre, et Stéphane Fuchs enfin, m'ont permis effectivement d'avoir cette carrière un peu originale. Quand Sébastien m'avait parlé de cette agora du développement RH, il m'avait aussi parlé de l'agora RH. Et donc la question que j'ai posée, quelle est la différence entre les deux? Et donc il m'avait expliqué rapidement, et Alain me l'a expliqué aussi l'autre jour. J'ai surtout regardé le site, et donc je voulais bien checker avec vous qu'on s'était bien compris. Je dis ça en rigolant évidemment. Vous êtes plus spécialement, vous les membres de cette agora, en charge de la gestion des affaires sociales, de la formation, du développement des compétences, de la gestion des carrières et du recrutement. C'est la signature officielle. Et donc le thème que nous avons ce soir, c'est le développement RH, une part fondamentale du capital humain. Et j'ajoute tout de suite une deuxième chose. Pour moi, le capital humain, c'est un élément essentiel, majeur, de la valeur immatérielle de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on va commencer par parler un peu RH quand même si mon parcours ne m'a pas amené à faire des RH, mais à croiser beaucoup de RH. Et chacun sait qu'Antoine Riboud était très sensible sur ce sujet. Au début des années 70, donc quand j'ai commencé dans un grand groupe bancaire, on peut donner le nom, c'était le groupe des banques populaires Natixis maintenant, j'ai eu affaire au service du personnel. Quand j'ai rejoint BSN au milieu des années 70, qui était à l'époque effectivement dirigé par Antoine Riboud, là j'ai eu affaire au service des ressources humaines. C'est une autre approche.
C'était aussi quelques années après, mais c'était aussi la démonstration qu'on ne parlait pas de service du personnel à BSN, mais qu'on parlait de ressources humaines. Et donc, quand on parle de RH, on a au fond deux vocables. On est soit dans les ressources humaines, soit dans les relations humaines. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme je fais souvent quand je ne connais pas bien un sujet, je vais voir sur Internet ce qui se raconte. Et donc, ce qui se raconte quand on tape RH sur Internet, c'est assez paradoxal, mais le premier site qui apparaît, c'est celui du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance. Et qu'est-ce qu'il dit ce site? Il dit que la fonction ressources humaines, je vais le lire, ce sera plus simple, a pour mission de faire en sorte que l'organisation dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement, c'est le minimum, que ce personnel fasse de son mieux pour améliorer la performance de l'organisation, tout en s'épanouissant. Au passage, d'ailleurs, on parle d'organisation et pas d'entreprise, ce qui est un peu étonnant. Donc c'est une vision assez opérationnelle et on a un objectif de performance qui est mis en avant et on a surtout un peu de SG à la fin. Il faut quand même que le salarié s'épanouisse. Je vais taper aussi RH et ministère du Travail, parce que je me suis dit peut-être quand même RH, ministère du Travail. Et bien là, on constate une chose, c'est que la DRH au ministère du Travail, ça n'existe que depuis moins de 7 ans. Et ça a été notamment dynamisé il y a maintenant 2 ans, c'était en 2019. Alors, je parlais de l'organisation, mais surtout de l'entreprise. Moi, je suis un homme qui a été en entreprise. Et au fond, quand on regarde aujourd'hui ce que sont les entreprises et à quoi elles sont confrontées, ben, on regarde deux choses. Qu'elles sont d'abord de plus en plus exposées, c'est la notion de risque que je vais développer tout à l'heure, qu'elles sont de plus en plus regardées, observées par des publics qui sont de plus en plus divers, publics directs à l'intérieur, comme indirects bien évidemment, et des publics qui sont de plus en plus nombreux. On n'aura pas le temps de s'étendre, mais je donnerai quelques exemples. Dans ce contexte où l'image, la réputation compte beaucoup, l'entreprise doit préserver cette réputation. Elle doit le préserver tant vis-à-vis de ses clients, de ses fournisseurs, de ses salariés. Et on va voir qu'effectivement, c'est un élément important. Troisième point en amont de la suite, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Moi, quand j'ai commencé comme analyste financier, on était informé par des courriers, par des lettres. C'était une notion de jour. Aujourd'hui, on est informé à la seconde. Je voyais ce matin les présentations des nouvelles mesures qui sont prises. Tout le monde est informé en même temps. Et je développerai ce point tout à l'heure, il me semble très important. Donc effectivement, ce que je voudrais, c'est développer 4 mots-clés. L'immatériel, la porosité, les risques et la communication. Je suis un financier, je l'ai dit, je ne suis pas un comptable. Ce qui me vaut de dire ça, c'est tout simplement que j'ai pas mal d'interlocuteurs comptables. Et pour eux, l'entreprise, c'est d'abord un compte de résultats et un bilan. Sauf qu'aujourd'hui, la valorisation des entreprises, qu'elles soient cotées ou pas cotées, ce sera plus simple de parler de sociétés cotées parce qu'on a les chiffres, se le fait de plus en plus à partir d'éléments non comptables. Et je pense là très, très concrètement à la notion d'extra-financier, qui se traduit par l'extra-comptable. Donc l'immatériel, parce qu'effectivement, si on considère que l'extra-financier, c'est le non-comptable, ça veut dire qu'il y a une dose d'immatériel dans la valorisation des entreprises. L'immatériel, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les systèmes d'information, c'est l'effort de recherche, c'est la marque, on va en dire un mot dans quelques instants, et c'est bien sûr les salariés, la politique humaine. Je dis toujours à mes amis comptables, pour vous, le salarié, c'est une charge. C'est inscrit d'ailleurs, charge sociale, frais de personnel, charge salariale. C'est inscrit au compte de résultat. C'est une charge avant tout. Moi, je considère au contraire que ça devrait être un actif. Et j'en ai une traduction très concrète, puisque quand on regarde les études qui ont été menées il y a quelques années par un cabinet comptable, un cabinet d'audit assez connu, il a constaté qu'entre la valorisation boursière du CAC 40, donc la capitalisation, la valeur boursière des 40 sociétés du CAC, et leur valeur comptable, il y avait un écart de 1 à plus de 3. C'est-à-dire en clair que la valeur comptable des sociétés du CAC 40 représentait 30% de leur capitalisation boursière. Donc il y avait 70% qui n'étaient pas comptables. Parmi effectivement ces éléments non comptables, il y a la marque. Et donc j'ai eu recours à quelque chose que je vous incite d'ailleurs à regarder parce qu'on y a accès et c'est assez rare. C'est une société qui s'appelle Interbrand, qui existe depuis 50 ans et qui tous les ans fait une valorisation des marques des plus grandes sociétés du monde.
Leur méthodologie est publique, elle est admise par tous les professionnels. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette valorisation? Elle dit, si on s'en tient à 3 sociétés que j'ai retenues, Apple, Amazon et Google, elle dit par exemple que Apple vaut en bourse aujourd'hui 2050 milliards, 2 trillions de dollars, et la marque Apple vaut 323 milliards, donc quasiment 15% de la valorisation boursière. Pour Amazon, Amazon vaut 1600 milliards de dollars, et bien la marque Amazon vaut 201 milliards de dollars, soit 13% de la valorisation. Et enfin, Google, qui a dérouillé un peu en bourse l'année dernière, vous le savez, enfin cette année, on est encore en 2020, Google vaut 1200 milliards de dollars, la marque Google vaut, elle, 165 milliards de dollars, c'est-à-dire 14%. Une information, parce que vous allez me dire, c'est bien de parler des grands groupes américains, et la France, eh bien la première marque française, c'est Louis Vuitton, qui effectivement est la 17e marque au niveau mondial, qui pèse seulement 32 milliards de dollars. 32 milliards de dollars, c'est 1/10 de la marque Apple. Alors, bien évidemment, certains professionnels du chiffre, ces fameux comptables, dont je parle en me moquant parfois d'eux, disent mais on ne peut pas considérer que les salariés, on ne peut pas considérer que les clients, c'est effectivement du capital parce que le salarié, il peut s'en aller, le client, il peut passer à un autre fournisseur, etc. C'est exact, donc effectivement, on ne peut pas inscrire salarié, client, fournisseur au bilan, mais il y a une réalité qui est que ça a une valeur, c'est la différence dont je parlais tout à l'heure. Donc ces exemples, ils portent évidemment sur la marque commerciale. Et j'avais envie de vous dire, en préparant ce topo, on pourrait imaginer d'évaluer la marque employeur, la marque salariale, la marque capital humain. Et je pense que c'est un travail qui pourrait être fait effectivement à partir de données comme l'effort de formation, le turnover, la présence au travail, enfin plein de choses. Je pense que ça peut être un chantier assez intéressant pour les gens de RH dont vous êtes. Le deuxième point dont je voulais vous parler, c'est la porosité. Quand moi j'ai commencé dans la vie professionnelle, c'était simple. Il y avait une communication interne, une communication externe, une communication financière, point barre, chacun dans son domaine et les vaches seront bien gardées. Aujourd'hui, c'est vraiment différent. Le numérique, Internet a explosé ce mode de fonctionnement. Tout se sait très vite, on l'a dit. Quand effectivement il y a une annonce sur Danone, puisque Alain comme moi, nous sommes des anciens de Danone, eh bien ça se sait en temps réel. C'est d'ailleurs annoncé le matin sur France Inter et tous les salariés découvrent qu'il y a 2000 personnes qui vont gicler avant même que la communication interne ait eu l'occasion de parler. Deuxième phénomène, j'ai amené ces 2 journaux. Aujourd'hui, Le Monde ne lit pas seulement les Échos. Tout le monde lit Le Parisien, ou en tout cas peut lire Le Parisien, où il y a des pages économiques. Donc effectivement, aujourd'hui, tout se sait, tous les publics sont informés. C'est ce que j'appelle la porosité des publics. Et donc effectivement, on pourrait se dire, tiens, ce silo-là, comme interne, comme externe, comme client, ça va changer, c'est plus possible. Non, la réalité, c'est que ces silos existent toujours. Et quand je regarde, moi, les organisations des entreprises avec lesquelles je travaille, il y a toujours effectivement la com interne, la com externe, la com financière, il y a même parfois la com du président. C'est un peu curieux. Pourtant, quand je fais une analyse un peu froide, Dieu sait si Antoine Riboud était sensible à la communication interne, mais il m'est arrivé d'entendre « ne diffusons pas trop le rapport annuel cette année hein, ». Que les salariés ne soient pas inquiets sur la situation. C'est fini l'époque où tout partait du haut et finissait en bas avec des strates successifs. C'est fini, non, sauf que ça se passe encore beaucoup comme ça. C'est fini l'époque où le consommateur ne connaissait pas la vie des autres consommateurs. Et l'autre jour, j'intervenais chez vos collègues RH, les purs RH, et je citais un exemple récent de quelqu'un qui me disait à l'occasion de la publication de résultats, c'est une société du CAC 40, ça on n'en parle pas à l'interne. Si, pour une raison très simple, et je reviendrai sur cette publication, maintenant tout le monde peut lire ça. C'est en l'occurrence Valeo, parce qu'ils ont eu le prix l'an dernier du meilleur document de référence, 464 pages, il y a tout. Donc imaginer qu'on ne va pas dire à l'interne est un peu illusoire. Donc ça veut dire en clair, et même si ça peut choquer, que je fais partie de ceux qui pensent qu'on devrait aller vers une organisation unique d'une grande direction de la communication où il y a l'interne, l'externe et le financier
bien sûr alimenté par les directions spécialisées. C'est ce que j'ai vécu chez BSN, c'est ce que j'ai vécu chez LVMH. Le constat que je fais, c'est qu'effectivement, ce n'est pas forcément dans les sièges sociaux qu'on bouge le plus. Et puis finalement, les directions probablement souhaitent que ça perdure comme ça, ce qui permet de dire, moi on me dit, la direction financière me dit qu'il ne faut pas dire ça, et à l'autre que la direction des ressources humaines dit qu'il ne faut pas dire ça. Vous êtes aux premières loges pour savoir ça, je ne vous apprends rien. Troisième point, anticiper les risques. Aujourd'hui, on a effectivement une part très importante de l'immatériel dans la valeur des entreprises. Effectivement, cet immatériel, il traduit notamment cette fameuse réputation dont je disais tout à l'heure qu'elle est essentielle. Réputation, image. Et donc, il est essentiel pour l'entreprise de préserver cette réputation, de préserver cette image. On a vu pour Google l'effet l'an dernier d'un certain nombre d'événements qui ont pesé beaucoup sur la marque Google, qui a reculé très très loin dans le classement Interbrand dont je parlais tout à l'heure, puisque Google, qui était la 5e marque mondiale l'année dernière, est maintenant au 15e rang. Alors, quels sont les risques? J'ai là eu une autre enquête que j'ai trouvée il y a quelques temps, qui est une enquête Aon, une première enquête qui était de 2015. Eh bien, en 2015, les risques étaient classés comme tels. Premier risque pour l'entreprise, l'atteinte à la réputation et à la marque, ce que je vous disais tout à l'heure. Deuxième risque, ralentissement économique avec une croissance ralentie. Troisième risque, changement dans la réglementation. Observez que pour l'instant, on n'a pas beaucoup parlé de ressources humaines. On y vient. Cinquième rang, l'incapacité à attirer ou à retenir des talents. Ça venait au 5e rang des risques pour les entreprises en 2015. Au passage, le risque de cyberattaque venait, lui, au 9e rang. Cette enquête, elle a été actualisée l'an dernier, en 2019, avant le Covid. Elle dit un peu la même chose pour les 3 premiers rangs. Premier rang, ralentissement économique. Deuxième rang, atteinte à la réputation. Troisième rang, accélération des changements sur les marchés. Le risque de cyberattaque, qui, je vous le rappelle, était au 9e rang, est remonté au 6e rang. 3 rangs de mieux qu'en 2015. Et j'aurais tendance à penser que l'actualisation de cette enquête en 2020 et 2021 va faire encore monter le risque de cyberattaque. Ce qui m'a un peu frappé, c'est que l'incapacité à attirer ou à retenir les talents, qui, je vous le rappelle, était au 5e rang, est passée au 11e rang. Quelle signification peut-on lui trouver? Est-ce que ça veut dire que les entreprises ont plus de choix, donc moins d'inquiétude pour garder les talents ou pour les recruter? Vous êtes des professionnels des RH, vous avez sûrement une idée sur le sujet. C'est une de vos fonctions, le recrutement. Donc, ce serait intéressant d'ailleurs que vous nous disiez si vous avez plus de mal à recruter des gens maintenant ou moins de mal à les recruter qu'il y a 1 an ou 2. Les risques, je vais donner quelques exemples. Quand je parle de risque d'image, c'est ce qui est arrivé à Lactalis il y a 2 ans. Une société qui ne communiquait pas, qui ne donnait aucune information, dont on ne connaissait même pas le visage du président, qui subitement se trouve projeté sur le devant de l'actualité et depuis le président a pris l'habitude de parler. Risque de réputation, quand Vinci doit faire face à un communiqué qui sort pour dire que le directeur financier a magouillé, a trempé les doigts dans le pot de confiture et qu'il est viré, en fait on découvre que ce communiqué est un faux communiqué, qui fait d'ailleurs l'objet d'un faux démenti, et il faut plus d'1 heure et la baisse de 17% du cours de bourse pour que Vinci fasse un vrai démenti. Risque de dérapage d'un salarié, on l'a vu avec la Société Générale, chacun se souvient de l'affaire Kerviel. Risque technique, risque informatique, risque de maltraitance, quand moi je parle aux étudiants des EHPAD, avant le Covid, je leur parlais du risque de maltraitance, qui était un des principaux risques dans le monde des EHPAD. Et puis ça peut arriver. Demain, le risque terroriste d'un salarié de vos entreprises, qui, à l'image de ce qui s'est passé à la préfecture de police l'an dernier, sort et tue des collègues ou autrement. Nous ne sommes pas là dans la théorie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Moi, ce qui me frappe, c'est quand je fais des tests auprès des étudiants, justement pour connaître les groupes pour lesquels ils ont envie de travailler, qu'ils ont envie de rejoindre, ces aspects zones de risque, qualité de l'anticipation des risques, effectivement, c'est quelque chose auquel ils sont extrêmement sensibles. Et souvent, ces risques ont une conséquence ou concernent
l'information et la communication. Alors parlons communication avant de conclure. Dans vos fonctions, vous collaborez à la communication de l'entreprise. D'après ce que j'ai compris, ce n'est pas votre responsabilité directe, mais je pense qu'évidemment, vous êtes un des éléments, une des pierres qu'on utilise, par exemple, au moment des recrutements. Vous faites de la communication. Quand vous vendez l'entreprise que vous représentez à un candidat, vous faites de la communication. Donc effectivement, moi je parle de l'idée que l'entreprise doit avoir une communication active et pas seulement réactive. Elle doit avoir une communication d'anticipation et qu'il faut relayer par tous les moyens. Je regardais les annonces dans LinkedIn. LinkedIn, une annonce sur LinkedIn, c'est un moyen de communication. Vous donnez une image. La communication des entreprises, en particulier côté, j'ai sorti tout à l'heure ce gros document. Ce document, ça s'appelle un document d'enregistrement universel. Il comprend tout sur le Valeo, en l'occurrence, et le salarié peut l'avoir. Ce document d'enregistrement universel, c'est une obligation qui est récente, et il complète un autre document qui est la déclaration de performance extra-financière, qui, elle, à la différence de ce document, concerne beaucoup de sociétés, notamment les plus importantes, probablement beaucoup de celles dont vous êtes membre, puisque les critères d'effectifs sont un des critères pour adhérer, pour être membre de Agora Développement DRH. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'AMF, depuis le Covid, a renforcé les obligations d'information, et pour cause, et qu'effectivement, cette communication, qui dans le cadre de Covid est une communication sur les risques, elle est impérative, y compris vers les salariés. Je ne sais pas ce que disait Danone depuis quelques semaines sur la situation. En tout cas, boum, 2000 suppressions d'emplois annoncées un lundi matin. Donc, cette communication, elle doit être anticipatrice, elle peut être anxiogène. Oui, elle peut être anxiogène. Il faut l'assumer et elle doit être préparée surtout. Et j'ai envie de dire, par rapport aux crises que j'ai évoquées tout à l'heure, risque d'image, de réputation, dérapage d'un salarié, risque technique, risque de maltraitance dans les EHPAD par exemple, risque terroriste, combien d'entre vous, dans vos maisons, combien d'entre vous et dans vos maisons, combien ont préparé ou aidé à préparer des scénarios de crise? Par expérience, je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes peut-être des exemples contraires. Conclusion de tout ça, la défense de la marque, de l'image, de la réputation, tout ça, c'est une impérieuse nécessité. Quand on regarde une entreprise, au fond, il y a 3 acteurs majeurs qui sont dans ce rôle. Le DAF, et notamment celui qui s'occupe de la trésorerie, en ce moment c'est un élément très important. Le DRH et toutes les composantes du DRH, de la DRH, et le DIRCOM. Je pense qu'effectivement, tous ces acteurs vont avoir un rôle croissant dans le maniement de la communication. Et je pense que dans ce domaine, à côté de ces 3 acteurs majeurs, il y a le DG et il y a de plus en plus les administrateurs qui ont un rôle de plus en plus obligatoire, demandé, recommandé par l'AMF. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, me semble-t-il, la DRH au sens propre du terme ne peut pas avoir un rôle seulement technique. Et effectivement, parmi ces rôles, il y a clairement la préparation de l'avenir. Je l'ai énuméré tout à l'heure quand je parlais de vos activités, formation, recrutement, par exemple. Si je voulais dire les choses très simplement, je dirais que la DRH doit préserver et valoriser le capital humain qui n'est pas activé au bilan, mais qui est un élément majeur de l'actif de l'entreprise. À côté, bien sûr, des DG, administrateurs et DAF. Je pense que tout ça montre une chose, c'est que les pratiques dans les entreprises doivent être de plus en plus, pratiques et visions, de plus en plus transverses. Et je suis frappé de voir que les silos existent toujours. Comment est-ce possible en 2020 avec l'outil qui est Internet? Alors, peut-être que ça va changer, puisque effectivement, des événements comme ceux que nous vivons font que les directions générales portent une attention particulière, croissante, à ces sujets et à vos territoires d'intervention. Quand j'ai lu sur votre site, je lis « Les membres ne veulent plus être seuls dans l'exercice de leurs fonctions, ils veulent jouer un mode collectif pour s'assurer de prendre les meilleures décisions à titre professionnel bien sûr, mais également pour apporter la plus grande compétence à leur entreprise. Aujourd'hui, écouter les meilleures pratiques des uns et des autres, voir ce qui se fait ailleurs
échanger sur ce qui a déjà été pratiqué, que ce soit un top ou un flop d'ailleurs, facilite sa fonction et son pilotage au quotidien dans la mesure où les gens se racontent tout et sont là pour se dire les vérités. Je partage complètement cette profession de foi comme je partageais en partie celle de vos collègues DRH. J'y ajouterai peut-être une idée, c'est la capacité à se remettre en question en permanence. Et là, je ne peux que citer Antoine Riboud, qui citait toujours, devant nos certitudes affirmées, « Il faut avoir l'imagination du doute. Il faut avoir l'imagination du doute. » J'espère avoir contribué à vos futures réflexions et vous aider à avoir l'imagination du doute. Merci Jean-Yves. Je pense que vous avez sans doute retrouvé au cours de l'exposé de Jean-Yves des points, des sujets qui sont traités dans vos entreprises. Sans doute cela fait-il écho avec des thèmes sur lesquels vous travaillez. Je pense qu'il y a un certain nombre de points qui vont être intéressants de débattre. Ce que je vous propose maintenant, c'est donc de vous retrouver dans les rooms. Nous avons donc créé 2 rooms. Je vous remercie de respecter ces rooms. Alors normalement, pour aller dans les rooms, il vous suffit de cliquer dessus. Moi, je n'ai pas encore reçu le mien. Mais il arrive. Vous allez pouvoir donc vous retrouver dans vos rooms.